Bien plus agité et difficile à contrôler que pendant la période relativement structurée de la guerre froide. Robert Gates, qui était plutôt doué, s'est retrouvé prisonnier du système. Selon lui, il n'y avait toujours eu qu'un seul et unique ennemi, l'Union soviétique. La CIA, à l'image des États-Unis et de l'Occident, a eu le sentiment d'avoir triomphé. On a gagné la guerre froide. Résultat, ils ont cessé d'être vigilants. Et l'ennemi a surgi de l'autre côté. Nous combattions depuis plus de 40 ans ce dragon qu'était l'Union soviétique. Nous venions à peine de le terrasser que nous nous sommes retrouvés au cœur de la jungle, où grouillaient toutes sortes de serpents venimeux. Et ces serpents bien plus difficiles à affronter que le dragon avaient pour nom Iran, Irak, Corée du Nord, terrorisme islamique. Nous étions en train de nous faire à l'idée que la guerre froide était finie, lorsqu'à ce moment précis, Saddam et l'Irak ont envahi le Koweït. J'étais en poste à Bagdad à ce moment-là, responsable de l'ambassade. On avait déjà reçu plusieurs éléments nous indiquant que Saddam menaçait le Koweït. Fin juillet 90, la CIA et les services de renseignement alertent le gouvernement Bush. L'invasion du Koweït par Saddam Hussein est imminente. Les photos prises par satellite indiquent la présence massive de forces d'invasion irakiennes à la frontière koweïtienne. Il envoyait ses troupes, toute sa logistique en direction du Koweït, faisait transiter des tonnes de carburant. On voyait tout. On avait des satellites, les meilleurs systèmes électroniques capables d'intercepter les communications. Ce qui leur a manqué, par contre, c'était d'être assez intelligents pour comprendre Saddam. Malgré tous ces signes évidents, les mouvements de troupes, les longues files de camions de carburant ou d'approvisionnement qu'on avait là, sous les yeux, les intentions de Saddam demeuraient toujours ambiguës. La CIA avait suivi le déploiement de leurs forces armées et les préparatifs de l'invasion avec beaucoup d'attention. On était très bien renseignés. Mais à Washington, dès qu'on appelait la Maison-Blanche pour leur dire que Saddam installait toutes ses forces le long de la frontière ou qu'il envoyait de nouveaux bataillons, on nous répondait, et je vous rappelle que la Maison-Blanche était aux mains des Républicains, nous connaissons tous Saddam, il s'amuse juste à faire peur au Koweït, pas plus. Il faisait confiance aux dirigeants de la région, les Irakiens, les Jordaniens et les autres, qui leur disaient tous « Mais non, jamais Saddam n'envahira un pays islamique, un pays ami. » Tous ces chefs d'État affirmaient au président Bush « Il n'envahira jamais le Koweït. C'est juste un coup de bluff pour faire grimper le prix du pétrole. » Moubarak nous l'a affirmé. Le roi Hussein de Jordanie aussi. Et même l'émir du Koweït nous a dit la même chose. On a suivi les conseils des membres de la Ligue arabe, qui étaient nos amis, et nous ont demandé clairement de ne rien faire. Et les États-Unis ont pris ça au pied de la lettre. Si bien que l'attaque contre le Koweït a vraiment été une surprise, et pour tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que nous aurions pu faire beaucoup plus pour l'empêcher. Ce n'est qu'au cours des dernières 18 heures que les signes ont commencé à devenir indéniables. Richard Kerr, qui était mon adjoint, a prévenu les responsables de la cellule de crise 12 heures avant l'invasion. Il leur a dit, selon la CIA, Saddam Hussein va envahir le Koweït dans les 12 ou 24 heures à venir. Oh, je ne sais plus si on a prévenu William Webster. En tout cas, on a prévenu le président. Le fossé entre ce que Washington refusait d'admettre et la réalité était immense. J'étais sur place, je voyais les combats, mais ils continuaient à ne pas y croire. Je hurlais dans mon téléphone satellite, mais je ne suis pas fou, je vois tout ce qui se passe. Le pilonnage a commencé, on voit les tanks et tout le reste. Et eux continuaient. En tout cas, nous, on ne voit rien. Et le 2 août, l'Irak envahit et occupe le Koweït. Personne au Pentagone n'a pris au sérieux les avertissements des agents de la CIA en place le long de la frontière. On a même oublié de prévenir le principal intéressé, Robert Gates. J'étais en vacances. Nous étions au bord de la rivière, près de Washington, en famille, quand une parente de ma femme nous a rejoints pour déjeuner. Elle m'a regardé et m'a dit « Je suis surprise de te voir encore là. » Je lui ai demandé de quoi elle parlait, et elle m'a dit « L'invasion. » Je lui ai demandé « Mais quelle invasion ?» Elle m'a répondu « L'Irak a envahi le Koweït. » Ils sont doués à CNN pour obtenir des infos. Saddam a envahi le Koweït le 2 août. Je l'ai rencontré le 6 pendant près d'1 heure et demie. Il m'a proposé ce que l'on peut appeler un marchandage. En gros, ceci. Vous me laissez annexer le Koweït et je vous garantis de vous approvisionner en pétrole indéfiniment et à un prix raisonnable. Je serai alors la puissance dominante de la région nord du Golfe.
Le face-à-face a été plutôt glacial. Je n'avais pas dormi depuis près de 4 jours. Je lui ai fait une contre-proposition qui se résumait en 2 mots, évacuer le Koweït. Our strategy to go after this army is very, very simple. First, we're going to cut it off, and then we're going to kill it. La guerre du Golfe sera brève. Saddam Hussein va voir son armée s'effondrer en quelques jours. Reste la question cruciale, faut-il arrêter l'opération Tempête du désert alors que le pouvoir est toujours en place? La CIA souhaite se voir confier la tâche d'éliminer Saddam Hussein, mais le président Bush refuse. Avant même que soit tiré le premier coup de feu, nous avions décidé qu'un renversement de régime ne serait pas l'un de nos objectifs. Je ne crois pas que nous aurions été en mesure de mettre en place une coalition si renverser Saddam Hussein avait été notre but. Je suis même certain que tout se serait effondré. Mais il y avait aussi les problèmes pratiques. Saddam n'allait pas s'asseoir sous sa véranda et attendre tranquillement que la 24e division vienne l'arrêter. Personne n'aurait versé la moindre larme si Saddam Hussein avait été tué en même temps que les nombreux soldats qui ont péri dans cette guerre. Si par hasard Saddam avait reçu une balle perdue, dommage. Mais il y a des limites très strictes à ce qu'il pouvait faire pour provoquer la mort d'un chef d'État étranger. Chaque soir, nous allumions une chandelle en priant pour que Saddam soit dans l'un des bunkers que nous bombardions. Tout en sachant très bien qu'il dormait sûrement dans une école, un hôpital ou une mosquée, lieu qu'il savait que nous n'allions pas bombarder. Et ils n'ont jamais réussi à le trouver. En janvier 1993, Bill Clinton s'installe dans le bureau ovale présidentiel. Il a remporté les élections contre George Bush, qui ne fera pas un second mandat. My fellow Americans, I want to build a bridge to the 21st century that makes sure we are still the nation with the world's strongest defense, that our foreign policy still advances the values of our American community and the community of nations. Bill Clinton va très vite manifester son désintérêt pour les services de renseignement. La liste des ratages et des erreurs d'appréciation de la CIA, de la baie des cochons à l'arrivée de Khomeini et des intégristes au pouvoir, de l'invasion de l'Afghanistan par les soviétiques à l'occupation du Koweït par l'Irak, ou de l'effondrement du mur de Berlin à la fin de l'Union soviétique, ont terni l'image de l'agence. Clinton, qui commence à trouver la liste un peu longue, renvoie tous les conseillers de la CIA installés à la Maison-Blanche. Lorsque Clinton a été élu, la CIA a immédiatement envoyé 2 de ses responsables pour le mettre au courant de nos dernières opérations aux 4 coins du monde. Clinton les a renvoyés. Il leur a dit « Disparaissez, ça ne m'intéresse pas ». Il a refusé de les recevoir. C'est lamentable, mais le pire, c'est qu'à la CIA, ça s'est su très vite. L'homme pour qui nous allions devoir travailler, le président, détestait ce que nous faisions et refusait même de lire nos rapports. Dès son entrée à la Maison-Blanche, Bill Clinton choisit un parfait inconnu, James Woolsey, pour prendre la direction de la CIA. Je n'avais jamais eu le moindre rapport avec la CIA ou l'espionnage avant de rejoindre Clinton dès le début de sa présidence. Le président m'a fait venir, mais on a à peine parlé du rôle de la CIA. Il préférait bavarder et comparer nos années de jeunesse dans l'Arkansas et l'Oklahoma, où nous avions grandi tous les deux. Clinton avait une peur noire des services secrets. Il avait grandi dans les années 60, une époque où tout le monde s'amusait à taper sur les services de renseignement. Ça lui a sans doute laissé une sorte d'aversion pour tout ce qui touchait aux questions d'espionnage ou de sécurité. Il n'a jamais vraiment compris ce que nous faisions et en quoi nous pouvions lui être utiles. D'autres présidents s'étaient passionnés pour le monde souterrain que représentaient les services secrets et les opérations clandestines. À mon avis, plusieurs facteurs peuvent expliquer les raisons du désintérêt du président Clinton. En premier lieu, la guerre froide venait de se terminer et le genre d'opération clandestine qu'adoraient ses prédécesseurs n'avait plus de raison d'être. Et puis, il fallait bien que la CIA et les services secrets s'adaptent à cette situation nouvelle. Ses décisions et surtout le manque d'intérêt, de soutien dont il a fait preuve, ont contribué à nous affaiblir et sont à l'origine des problèmes qui nous attendaient, c'est certain. Si le directeur de la CIA ne peut jamais rencontrer le président, il ne peut plus rien faire, puisque la CIA dépend de la Maison-Blanche. On s'est vu 2 fois, en 2 ans. Si bien qu'à l'automne 1994, lorsque ce petit avion Cessna s'est écrasé sur la pelouse de la Maison-Blanche, la blague qui faisait mourir de rire l'équipe de Clinton était la suivante. « Tiens, c'est sûrement encore Woolsey qui essaye d'obtenir un rendez-vous avec le président. »
Bon, cette plaisanterie ne m'a pas vraiment fait rire à l'époque, mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'elle décrivait plutôt bien ce que je vivais. Le président n'avait aucune envie de m'écouter et tout ce qui touchait au service secret ne l'intéressait pas. Clinton ne rencontrait jamais Woolsey, ou presque. Il n'écoutait ni ses conseils, ni ceux de la CIA. Ça ne l'intéressait pas, il s'intéressait à autre chose. Clinton voulait connaître les potins, savoir par exemple avec qui couchait le président français. Il s'intéressait davantage aux liaisons extra-conjugales qu'à ce que nous faisions. Monica Lewinsky a vu Clinton plus souvent que Jim Woolsey. Parce que Woolsey avait toujours tort. Ces informations étaient toujours fausses. Clinton a cessé de lire les rapports secrets de la CIA. Il lui disait « Le New York Times est mieux informé que vous ». Demandez à Woolsey ce qu'il en pense. Je ne pense pas avoir échoué. J'ai juste eu du mal à établir une relation de travail normale avec le président. S'il avait voulu, il en aurait eu plusieurs fois l'occasion. J'ai passé mon temps à demander un rendez-vous. Je pense avoir été honnête. J'étais un peu naïf. Woolsey a surtout manqué d'autorité. Il n'a eu ni la personnalité ni la force de caractère qu'il fallait, et encore moins la perception de notre travail qui lui aurait permis d'aller voir Clinton et lui dire « Écoutez, des événements dramatiques se profilent à l'horizon et si vous les ignorez, vous pouvez dire adieu à la place qui pourrait être la vôtre dans l'histoire. » Si Woolsey a été méprisé, il en est le seul responsable. J'avais l'impression d'être l'éternel messager porteur de mauvaises nouvelles, le rabat-joie de service. Le 26 février 1993, un mois à peine après l'arrivée de Bill Clinton à la Maison-Blanche, l'explosion d'une camionnette piégée garée dans le parking du World Trade Center à New York fait 6 morts et 1 millier de blessés. Pour la première fois de leur histoire, les États-Unis sont attaqués par des terroristes sur leur propre territoire. La CIA et le FBI se rejettent la responsabilité des défaillances des services de renseignement. Le FBI n'est pas concerné si l'opération a été mise au point à l'étranger, qui est le domaine réservé de la CIA. De son côté, la CIA rappelle qu'il lui est interdit d'enquêter ou d'opérer sur le territoire des États-Unis. On aurait dû prendre ça comme une mise en garde, c'est évident. 15 000 Américains ont failli mourir dans cette première attaque contre un des bâtiments du World Trade Center. Seul le mauvais emplacement de la charge explosive les a sauvés. Ce premier attentat était un réel avertissement et on n'en a pas tenu compte. La guerre avait commencé depuis des années, mais personne ne voulait l'admettre. La première attaque contre le World Trade Center était un appel à la vigilance, mais personne n'y a prêté attention. Les extrémistes musulmans recrutaient à Washington depuis les années 70. Nous avons été naïfs en ce qui concerne la détermination de ces groupes à nous agresser mortellement. Nous aurions dû nous montrer beaucoup plus vigilants que nous l'avons été. Après le premier attentat contre le World Trade Center, ils ont saisi une pièce entière de documents en arabe concernant l'attentat. Mais ils n'ont traduit aucun de ces papiers. Il n'y avait qu'une seule personne qui parlait arabe au bureau du FBI à New York. De toute façon, lui ne voulait pas le faire et il n'avait pas d'argent pour faire ça à l'extérieur. Il n'avait pas envie de perdre son temps à traduire des documents. Il s'estimait trop important pour faire ça. Deuxièmement, il n'avait pas de quoi payer quelqu'un dans le privé pour les faire traduire. Et troisièmement, il ne considérait pas ces documents d'un grand intérêt. Le FBI a une tactique, la même depuis des années. Ils aiment bien surveiller et suivre des suspects pendant un long moment. Car plus ils les observent longtemps, plus ils en apprennent sur ce qu'ils préparent et plus ils ont de chances d'arrêter le maximum de gens. Alors ils préfèrent attendre encore. Et en ce qui concerne l'attentat du World Trade Center en 1993, ils ont sans doute attendu trop longtemps. Parce que le FBI ne comprend rien et juge tout début d'information peu crédible, ce qui me paraît délirant, absolument stupéfiant. Et je ne dis pas ça pour blanchir la CIA, qui a complètement raté ses tentatives d'infiltration des réseaux terroristes à travers le monde. Mais dans l'affaire du World Trade Center, le FBI a tout fichu en l'air pour une seule raison. Ce sont des bureaucrates. Et parce que c'est une bureaucratie à la fois naïve et arrogante, ils n'ont rien pris au sérieux.
Mais c'est surtout l'affaire Ames qui va accentuer la guerre que se livrent depuis des années la CIA et le FBI. Aldrich Ames, directeur du service de contre-espionnage de la CIA, est soupçonné d'avoir été une taupe des services secrets soviétiques depuis 1985. Ames serait responsable de l'élimination de 130 agents travaillant pour la CIA et de la mort de 10 autres exécutés par le KGB. Rick Ames était un raté. Il n'aurait jamais dû occuper ce poste, ni même jamais y accéder. Ils auraient dû l'arrêter plus tôt. Aldrich Ames était connu pour être un agent d'une rare incompétence et un alcoolique qui avait dépassé toutes les normes connues en matière d'alcoolisme. Et les services secrets ont trinqué avec lui. Ames était un alcoolique qui travaillait dans une agence d'alcooliques. Il l'avait mis à la tête du service de contre-espionnage soviétique. Un raté, un incompétent et un ivrogne étaient responsables du contre-espionnage soviétique. Inutile après ça de chercher les origines de la mort des services secrets. La sécurité interne de la CIA effectue une première enquête sans succès et l'affaire est classée sans suite. Le gouvernement américain, pour qui cette affaire d'espionnage est la plus grave de l'histoire des États-Unis, décide alors de confier l'enquête au FBI qui reprend le dossier et démasque Aldrich Ames quelques mois plus tard. C'est un camouflet pour la CIA et une victoire éclatante pour le FBI. Nous n'avons rien pu trouver et nous ne travaillions pas vraiment en collaboration étroite avec le FBI. Ils n'arrivaient strictement à rien, examinant les mêmes vieux papiers sans aboutir nulle part. Ils avaient besoin de faire un pas supplémentaire à l'enquête. Et le FBI, qui est le seul à avoir le droit d'enquêter sur les citoyens américains à l'intérieur du pays, a alors repris le dossier. Et ils ont fini par le coincer. Et le FBI s'est installé à l'intérieur de la CIA. Et cette sale affaire de contre-espionnage a fait de nous tous des suspects en puissance. Il est certain que les rapports entre la CIA et le FBI étaient devenus épouvantables, vraiment horribles. Ils ont pris pour prétexte l'affaire Ames et ont déclaré qu'il y avait des centaines de taupes russes à l'intérieur de la CIA et qu'ils allaient toutes les débusquer. Et ils ont investi la CIA. La CIA en a gravement souffert, gravement. Des dégâts irréversibles. Je pense que l'arrestation de Ames a sonné le glas, la mort de la CIA telle que je l'avais connue. À un moment où les gens disaient « Mais qui a encore besoin de la CIA ?» On était en 1994, la guerre froide était terminée, et personne n'avait jamais entendu parler de Ben Laden. En 1995, l'enquête sur l'attentat du World Trade Center conduit à l'organisation Al-Qaïda et à Oussama Ben Laden, un Saoudien né à Riyad. Surnommé le banquier de la guerre sainte, on estime sa fortune à 2 milliards de dollars. Le Washington Post rappelle les liens très étroits qui unissent toujours la famille royale d'Arabie Saoudite à Ben Laden et raconte comment il a été recruté, entraîné et armé par la CIA pendant la guerre d'Afghanistan. À l'époque, il bénéficiait du soutien total des Américains et de l'Arabie Saoudite qui avaient offert à Ben Laden tous les moyens de ses ambitions. Pendant de longues années, les Américains ne se sont absolument pas rendus compte que la famille royale d'Arabie Saoudite finançait le terrorisme, en échange d'une certaine stabilité intérieure. Mais lorsque Clinton a quitté la présidence, il savait que de l'argent était versé à Ben Laden par la famille royale. Il en avait les preuves. Les deux partis, démocrates et républicains, ont décidé de tolérer un terrorisme d'État financé par un État parce que les Saoudiens possédaient le pétrole. C'est uniquement pour cette raison qu'on ferme les yeux, qu'on refuse d'enquêter sur l'Arabie Saoudite et qu'on ne leur pose aucune question concernant les droits de l'homme. Ils continuent à lapider les femmes accusées d'adultère. Vous avez entendu quelqu'un protester ici? Ce que nous avons déclenché, en appliquant cette politique de soutien à un régime extrêmement répressif et en leur donnant tout l'argent nécessaire pour rendre exsangues les forces vitales de l'Arabie Saoudite, n'a servi en réalité qu'à alimenter la révolution islamique. Je pense qu'il s'agit là d'une erreur géostratégique de premier plan. Nous nous sommes permis d'oublier tout sens moral et de devenir stupides pour du pétrole. Parce que si vous prenez le risque de provoquer une révolution en Arabie Saoudite, la production de pétrole baisse de 25%, le baril monte à 150 $ et les États-Unis s'effondrent. Nous sommes lâches face à la famille royale parce que nous sommes terrifiés à l'idée qu'ils puissent nous couper le pétrole.
Les responsables politiques, les présidents successifs, ferment les yeux sur cette pétromonarchie qui applique à la lettre la loi du Coran, mais a réglé pour les États-Unis les 55 millions de dollars qu'a coûté la guerre du Golfe. Les puissants groupes pétroliers américains se partagent les faveurs royales et un gâteau de 150 milliards de dollars par an. Plusieurs membres du conseil d'administration de la Saudi Aramco Company sont américains. Et la plupart des responsables de la politique étrangère des États-Unis sont dépendants financièrement de la famille royale. Il faut juste nous faire à l'idée que leur sort est lié à celui des compagnies pétrolières américaines, qu'ils reçoivent directement de l'argent liquide ou sous forme d'actions. Il est par exemple impossible de remettre en cause la position qu'occupe Exxon aujourd'hui en Arabie Saoudite. Ils achètent les politiciens, puis leur fournissent des informations afin que toutes les décisions soient prises en faveur de compagnies qui pillent le pays. Les diplomates, lorsqu'ils quittent leurs fonctions et prennent leur retraite, partent travailler pour l'Arabie Saoudite ou un autre pays du Golfe. Et si, en fin de carrière, ils choisissent de rejoindre les groupes pétroliers, il devrait leur être interdit, à mon avis, de partir en poste au Moyen-Orient. Si vous êtes un politicien connu et complaisant avec l'Arabie Saoudite, vous pouvez vous envoler pour Riyad et toucher $1 million pour faire une conférence. Quand Clinton dit quelque chose de sympathique sur l'Arabie Saoudite, n'oubliez pas qu'il est payé pour y donner des conférences. C'est comme ça que ça fonctionne. Ceux qui quittent la Maison-Blanche partent travailler pour des banques saoudiennes comme conseillers. Le poids de l'argent des entreprises, de l'argent du pétrole sur la politique étrangère américaine est énorme. C'est le cœur de tout ça. Les lobbies du pétrole, et je sais que c'est difficile à admettre, sont beaucoup plus puissants que la CIA. Il y a une hiérarchie ici à Washington. Si le pétrole est là, la CIA est là, bien en dessous. Vous avez ensuite le ministère des Affaires étrangères, puis les groupes de pression des compagnies, et ensuite les conseillers. Le pétrole, la Maison-Blanche, et enfin le Congrès. C'est tout à fait par hasard que Robert Baer découvre au sein même de la Maison-Blanche comment les lobbies du pétrole aident Bill Clinton à financer sa campagne pour sa réélection à la présidence des États-Unis. Il y croise Roger Tamraz, directeur de plusieurs compagnies pétrolières, qui est invité à participer à un barbecue avec le président pour la modique somme de 300 000 $ qui ira alimenter les caisses du Parti démocrate. J'ai vu ce Libanais qui sortait ses liasses de billets. Ils lui ont montré la liste des services. Un tête-à-tête avec le président, une nuit dans la chambre Lincoln, un vol dans l'avion présidentiel Air Force One, un thé avec le président, même des boutons de manchette. Tout était à vendre. Il y avait une liste avec les prix, un vrai catalogue. J'ai cru qu'il mentait. Avant même la fin de son premier mandat, il a très vite compris quel était le poids du pétrole et celui de Wall Street. La seule chose que je me reproche, c'est d'avoir été assez stupide pour ne pas avoir compris plus tôt comment fonctionnait le système. J'ai commencé à envoyer des rapports sur le financement de la campagne. Or, il est interdit à la CIA d'espionner des Américains. Alors imaginez lorsqu'il s'agit du président des États-Unis. Je transmettais des informations sur le président à mon directeur. Ils étaient tout simplement horrifiés. Mais j'étais payé par la CIA pour dire la vérité et je n'allais pas arrêter. Je me fous complètement de la politique. Ce que je racontais était vrai. J'ai franchi le Rubicon lorsque j'ai commencé à rédiger des rapports sur le président des États-Unis. Ça ne s'était jamais fait à la CIA. Mais j'ai continué en étant conscient. J'ai décidé d'aller devant le Congrès pour leur raconter ce qui se passait, sans savoir comment tout ça fonctionnait. Mais il fallait que j'en parle avant à quelqu'un, à un ami qui travaillait au Congrès et qui, entre parenthèses, a été retrouvé plus tard mort dans une chambre de motel, la tête explosée, un fusil à ses côtés. Mais on en parlera une autre fois. Baer décide de mettre les pieds dans le plat et d'aller témoigner devant le Congrès pour décrire le poids des lobbies dans la vie politique américaine et l'élection présidentielle, et les méthodes assez peu orthodoxes employées par l'entourage de Bill Clinton. Le jour même où je suis allé témoigner sur le financement de la campagne devant le grand jury, mon appartement a été visité par des cambrioleurs. Mais rien n'a été volé. Les membres du grand jury n'ont même pas voulu aborder la question du financement de la campagne. Rien, pas un mot. Et chaque fois que j'essayais de dire quelque chose sur la manière dont fonctionnait le système, le procureur me coupait la parole en me menaçant d'un air condescendant.
Il a demandé une interruption de séance et m'a fait venir pour me dire en tête-à-tête, si vous revenez encore une fois, une seule sur le financement de la campagne électorale, le tribunal va vous expulser et nous allons vous envoyer en prison. Le système était devenu fou, complètement dément. Dès qu'ils ont compris qu'ils n'arriveraient pas à me faire taire, ils ont déplacé l'enquête sur moi. C'était de la pure intimidation digne d'un État policier et dans les locaux même de la CIA. Ensuite, l'expert médical est arrivé et m'a dit « Vous avez besoin d'un examen psychiatrique ». Je lui ai répondu « Allez vous faire foutre, il n'en est pas question. Je ne passerai jamais d'examen psychiatrique. » On se serait cru sous Staline. Ils vous font passer un examen, vous confient à un psychiatre qui travaille sous leur contrôle et peuvent faire de vous tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent vous interner à Sainte-Élisabeth, l'asile psychiatrique de Washington, vous licencier, vous renvoyer chez vous, décider n'importe quoi. Je leur ai dit, OK, on laisse tomber. Je savais que je n'avais rien à me reprocher. J'avais découvert de l'extérieur comment tout le système fonctionnait et j'ai brusquement compris que le moment était venu de partir. Robert Baird démissionne et se voit décerner la prestigieuse médaille qui couronne une carrière exemplaire au service de la CIA. Si la loi l'avait permis, la CIA aurait fait sauter ma maison, avec moi à l'intérieur. La CIA a localisé Ben Laden qui s'est installé au Soudan. Mais Bill Clinton ne veut pas, en pleine campagne électorale, abroger l'ordre présidentiel Gerald Ford qui, depuis 20 ans, interdit tout assassinat. En février 1996, il finit par signer un ordre de mission top secret autorisant la CIA à utiliser tous les moyens nécessaires pour anéantir le réseau Al-Qaïda et Ben Laden. Sincèrement, s'ils avaient pu assassiner Ben Laden, ils l'auraient fait. Clinton avait signé l'ordre, tuez-le, mais ils ne l'ont pas trouvé. Clinton voulait Oussama Ben Laden mort, mais la CIA ne l'a jamais trouvé. En mars 1996, un mois plus tard, le gouvernement de Khartoum, sous la pression de l'ONU, décide d'expulser Oussama Ben Laden et son armée secrète, forte de 10 000 hommes. Il propose aux Saoudiens de leur remettre Ben Laden, mais la famille royale refuse. Les Soudanais se tournent alors vers Bill Clinton et lui font la même offre. Les États-Unis et le gouvernement saoudien ont prévenu des Soudanais. Ils leur ont dit « Ben Laden nous pose un problème ». Et les Soudanais, qui tenaient beaucoup à améliorer leurs relations avec l'Arabie saoudite et les États-Unis, ont demandé « D'accord, qu'est-ce que vous voulez, qu'on vous l'envoie ?» Et les Saoudiens ont répondu « Nous ne voulons pas de lui ». Ils ne voulaient pas que Ben Laden revienne chez eux. Ils voulaient juste qu'il disparaisse. Les Soudanais ont proposé de remettre Ben Laden à l'Arabie saoudite pour qu'il le mette en prison. Ils ne pouvaient l'expulser d'un pays musulman que vers un autre pays musulman. C'est-à-dire qu'il se serait retrouvé en prison en février 1996. Les Soudanais essayaient désespérément de se racheter auprès des États-Unis. Les Soudanais ont alors dit au gouvernement américain « On va vous le donner ». Mais les Américains ont répondu « Surtout pas, on ne peut pas l'inculper. On ne peut l'accuser d'aucun crime, on ne peut pas le prendre ». Ça s'est passé exactement comme ça. Il aurait fallu avoir des accusations précises, un motif d'inculpation, une plainte ou un mandat d'arrêt. Je me souviens qu'en 1996, nous ne disposions d'aucune preuve pour pouvoir le ramener aux États-Unis afin de le poursuivre en justice. Et les États-Unis n'ont exercé aucune pression sur l'Arabie saoudite pour qu'elle prenne Ben Laden. Je sais exactement où et quand les rencontres ont eu lieu. Ils ont même précisé, si prendre Ben Laden vous pose des problèmes, ne le faites pas. Je suis parfaitement au courant de la correspondance échangée à ce moment-là. Et les Soudanais l'ont jeté dehors. Il est parti en Afghanistan. Et on connaît tous la suite de l'histoire. Le gouvernement américain décide de renforcer la cellule de contre-terrorisme, de lui donner un nouvel élan en faisant fusionner des éléments du FBI et de la CIA, les deux agences ennemies, au sein d'un même service. On propose à Dale Watson, chargé du terrorisme au FBI, de rejoindre les rangs de la CIA. Quand j'ai demandé en quoi consistait le travail, il m'a dit « Nous avons besoin de quelqu'un pour rejoindre la CIA ». J'ai alors répondu « Je tiens à vous signaler que je ne connais pas ces gens-là, que je ne les aime pas et que je ne veux pas aller là-bas. » Mais il a insisté « Vous irez quand même ». On m'a en quelque sorte forcé à y aller. Nous avons même plaisanté sur ce que nous avions qualifié plus tard de programme d'échange d'otages. Des agents du FBI étaient forcés d'aller à la CIA.
Et au même moment, 2 types de la CIA avaient été convoqués et s'étaient entendus dire « L'un de vous deux va partir au FBI ». Ils avaient répondu, et je sais que c'est vrai, « Nous n'aimons pas ces gens, nous ne les connaissons pas, nous ne voulons pas aller là-bas ». Parce que le FBI est nul en contre-espionnage. Sa mission la plus importante consistait à détruire la CIA. Ils prennent les agents et les officiers de la CIA pour des tirs au flanc, pour des babouins, ou je ne sais quoi. Et c'est ainsi qu'a débuté la coopération entre la CIA, le FBI et le contre-terrorisme. En août 98, 2 attentats contre les ambassades américaines de Tanzanie et du Kenya font 224 morts, dont 12 Américains, et plusieurs centaines de blessés. Ben Laden est devenu l'ennemi public numéro 1 et sa tête est mise à prix. Malgré un budget annuel de plusieurs milliards de dollars, la CIA n'a su prévoir aucun de ces attentats, et encore moins celui qui, en octobre 2000, 1 mois avant les élections présidentielles, a lieu au Yémen. 17 marins américains sont tués et 26 blessés dans l'attentat suicide contre l'USS Cole dans le port d'Aden. L'administration Clinton a choisi de considérer ça comme des attaques mineures, qui ne nécessitaient pas de réaction majeure. Ces choses se passaient là-bas, à l'étranger, pas ici, pas dans notre pays. Il y avait donc une politique lamentable qui consistait à dire « D'accord, vous pouvez tuer des Américains, mais n'en tuez pas trop et faites-le à l'étranger. » J'espère que l'histoire révélera un jour l'incapacité du gouvernement Clinton à vraiment s'attaquer au problème du terrorisme et du contre-terrorisme. Aux élections présidentielles de 2000, George Bush Jr., gouverneur du Texas, va, contre toute attente, remporter de justesse la course à la Maison-Blanche. 8 ans après son père, il accède au pouvoir. Son rival, le vice-président Gore, s'est incliné devant le choix des urnes pour ne pas jeter le discrédit sur le système électoral américain. Bush rejette tout ce qui est complexe, toutes les nuances. Et il a fini par convaincre les gens d'ici et d'autres à l'étranger qu'il est mal renseigné. Je ne crois pas qu'il ait l'expérience nécessaire en politique étrangère pour assumer cette charge tout seul, ni qu'il en ait la capacité intellectuelle. Son inexpérience et je dirais son manque de sérieux face à la complexité de la politique étrangère le pousse à tout simplifier. Quand vous avez pour président un étudiant médiocre et qui ne connaît pas grand-chose aux problèmes de la planète, vous avez toutes les chances de courir au désastre. All my life, I have been amazed that a gentle soul could be so strong. Dad, I am proud to be your son. George Bush père, avant de devenir directeur de la CIA, puis président des États-Unis, avait créé en 1960 la Zapata Company, une société pétrolière minuscule, mais qui avait obtenu le droit d'exploiter des zones de forage au Koweït. La fortune de George Bush père était faite. Son fils avait suivi ses conseils et fondé en 1979 sa propre compagnie pétrolière au Texas, l'Arbusto Energy, dont la gestion fut catastrophique et qui fut sauvée de la faillite par Salim Ben Laden, le demi-frère d'Oussama, qui racheta au prix fort une grande partie des actions. La famille Ben Laden était déjà propriétaire de l'aéroport de Houston, au Texas. Avant d'être élu gouverneur, George Bush Jr. recevait du groupe pétrolier Arken Energy 120 000 $ par an au titre de consultant. Le quart de la compagnie appartenait à des Saoudiens et l'avocat de la société était le cabinet James Baker, l'ancien secrétaire d'État de Bush père. Écoutez, George Bush, Bush père, l'ancien président, a dit clairement que notre intérêt stratégique était de faire la guerre contre Saddam. Qu'est-ce que cela signifie? Le seul intérêt stratégique que nous avons dans le Golfe est le pétrole. Le secrétaire d'État Baker l'a dit. Ça tient en un seul mot, pétrole. George W. Bush a fini par faire fortune en vendant la totalité de ses actions pour $1 milliard. 2 mois plus tard, l'Irak envahissait le Koweït. L'enquête ouverte pour rechercher s'il y avait eu délit d'initié de la part de son père, alors président des États-Unis, s'était soldée par un non-lieu.
Vous avez le président des États-Unis, son père, l'ancien président, et le vice-président des États-Unis qui tous ont fait fortune en faisant des affaires dans le milieu du pétrole uniquement grâce à leurs relations avec la famille royale. Les gens ne savent pas que le gouvernement auquel ils font confiance pour endiguer le crime est en fait étroitement associé aux criminels. Je peux vous assurer qu'il n'y aurait jamais eu de négociation avec les talibans si Unical et Enron ne l'avaient pas exigé et s'ils n'avaient pas largement financé la campagne électorale de Bush. En découvrant la façon dont ce gouvernement se comporte, je finis par regretter la période Clinton. Ces gens sont fous. La famille Bush entretient de solides relations avec des criminels. Dick Cheney aussi a des liens avec des criminels. C'est une véritable mafia. En 1989, George Bush Jr. siégeait au conseil de direction du groupe Carlyle, poste qu'il conservera jusqu'en 1994 sans jamais déclarer ses revenus. Cette gigantesque entreprise travaille surtout avec le secteur de la défense, missiles, avions, chars, 16 milliards de dollars d'actifs. George Bush père est toujours un des piliers de Carlyle. Le conseil d'administration est constitué d'un réseau d'hommes de pouvoir de premier plan capables d'influer sur tous les décideurs politiques. Chacun des partenaires détient un capital de 200 millions de dollars. Le groupe Carlyle est dirigé par Frank Carlucci, ancien directeur adjoint de la CIA et ministre de la Défense de Reagan. Au lendemain de son élection, George Bush Jr. signait avec le groupe Carlyle un contrat d'armement de 12 milliards de dollars portant sur un nouveau système d'artillerie contre l'avis de tous les experts du Pentagone qui le jugeaient totalement inadapté. Le groupe Carlyle a probablement un accès direct à tout ce que la CIA sait sur le reste du monde. Pas de compte à rendre, pas d'actionnaire. Ça sert de couverture à un service de renseignement très efficace. Quand vous êtes en face de Carlucci, vous êtes au cœur du pouvoir américain. Carlucci peut appeler qui il veut à la CIA et lui parler d'égal à égal. Sa femme, Marsha, travaillait dans un grand cabinet de comptables. Son travail consistait à dissimuler le budget secret de la CIA à l'intérieur du budget du département de la Défense. Tout se passait en famille. Il y a de nombreuses accusations concernant notre soi-disant entreprise politique, mais personne ne peut citer le moindre exemple de pression politique dans lequel nous serions impliqués, ni une quelconque occasion où nous aurions tenté d'user de notre influence. Nous ne cherchons pas à exercer d'influence politique, nous achetons et vendons des entreprises, c'est de cette façon que nous gagnons notre argent. Ils procèdent à des opérations secrètes. Ils blanchissent de l'argent sale par l'intermédiaire du groupe Carlyle. George Bush est associé à l'affaire. Même Colin Powell en fait partie. Jim Baker, John Major, Arthur Leavitt, oui, ce sont tous des personnalités connues de premier plan. Mais ces gens sont doués pour les affaires, et ils font donc des affaires. Et je trouve qu'il serait intéressant que le public regarde un peu plus près d'où vient leur argent. Le groupe Carlyle est très implanté en Arabie Saoudite, bien sûr, et on estime que la famille Ben Laden, par exemple, était investisseur dans un des fonds Carlyle à Londres. Donc des liens très forts, et ça a été l'une des courroies de transmission, sans doute, de cette relation privilégiée qui a pu se nouer entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, en particulier avec la famille Bush. Il s'agissait d'un très modeste investissement, 1 ou 2 millions de dollars, je crois. Nous avons récupéré nos fonds et nous avons bien sûr cessé de faire des affaires avec Ben Laden, évidemment. Dès son entrée à la Maison-Blanche, George W. Bush est alerté par la CIA. Ben Laden menace maintenant directement les États-Unis. 2 mois plus tard, en mars 2001, une commission gouvernementale publie un rapport de 150 pages qui se termine par ces mots. Un assaut direct contre les citoyens américains sur le sol américain, causant la mort et la destruction, paraît vraisemblable. Face à cette menace, notre nation n'a aucune structure gouvernementale cohérente. Nous étions plusieurs à dire depuis le milieu des années 90 que des terroristes allaient très vraisemblablement utiliser des armes de destruction massive sur le sol des États-Unis et qu'il fallait nous y préparer. Plusieurs commissions avaient souligné qu'une attaque terroriste de grande envergure, effroyable, allait se produire. C'était pratiquement inévitable. La CIA hurlait « Les États-Unis vont être attaqués sur leur territoire ». On
recevait une énorme quantité d'informations sur les menaces terroristes, sur les plans des terroristes, sur le fait que quelque chose allait se passer, quelque chose de très important. Après tout, et sans parler de l'attentat contre le World Trade Center en 1993, on pensait qu'il allait y avoir d'autres attaques à New York. Il y a eu ce complot qui consistait à faire tomber 12 avions de ligne en 1995, un autre au même moment qui prévoyait de faire s'écraser un avion sur le siège de la CIA, et l'attaque prévue contre l'aéroport de Los Angeles à la veille de l'an 2000. Il y avait eu ce plan qui consistait à s'attaquer au siège de la CIA, à l'anglais, et bien sûr toutes ces menaces lancées régulièrement contre la Maison-Blanche et le Capitole. Quelqu'un va arriver au volant d'un véhicule et tenter une action. Nous étions absolument persuadés que l'Amérique allait être attaquée. Nous mesurions la gravité de la situation et nous nous sommes préparés contre cela. Malheureusement, tous les politiciens qui nous approuvaient d'un air entendu n'ont rien fait. Tout le pays était en fait en léthargie. Malgré les menaces de plus en plus précises, le combat que se livrent la CIA et le FBI ne cesse pas. Les rivalités et la rétention d'informations continuent. Le chef du FBI prévient ses agents. On ne partage aucune information avec la CIA. Apparemment, plusieurs erreurs ont été commises, comme le manque d'échange d'informations entre les services et le reste. Il ne s'agissait pas de garder les informations secrètes. Nous n'avions pas les moyens nécessaires pour les transmettre à la CIA. Ils ne communiquent pas entre eux, leurs ordinateurs ne sont pas reliés les uns aux autres, leurs agents ne s'entraînent pas ensemble, ils refusent de travailler ensemble. Lorsqu'ils recueillent des renseignements, chaque service a tendance à les garder pour soi. Ils ne se font jamais confiance. Il ne s'agit pas de se battre. Chaque agence a une mission différente, une mentalité différente. C'était la guerre, mais une guerre qui s'est étendue à tout le domaine du contre-espionnage. En février 2001, Israël avertit la CIA. Des terroristes vont pirater un ou des avions de ligne et s'en servir comme arme. Le roi Abdallah de Jordanie, le président Moubarak, puis le chancelier Gerhard Schröder transmettent au Pentagone la même information. Une attaque aura lieu prochainement sur le sol américain, dans laquelle des avions seraient impliqués. Depuis des années, des extrémistes islamiques s'entraînaient à détourner un avion de ligne sur un vieil appareil cloué au sol que nous pouvions observer sur nos photos satellites. Ils s'entraînaient par petits groupes de 4 ou 5 à prendre le contrôle de l'avion en utilisant de tout petits couteaux. En 1998, j'ai envoyé à la CIA un email sur Khaled Sheikh Mohammed à propos des détournements d'avions et des faux noms qu'il utilisait lorsqu'il voyageait en Europe. Je n'ai jamais eu de réponse. Plusieurs personnes originaires de pays arabes prenaient des cours de pilotage, mais avouaient qu'apprendre à atterrir ne les intéressait pas. Des détails qui auraient mérité un supplément d'enquête. Vous pouvez imaginer un type censé apprendre à piloter un avion et disant à son instructeur « Je voudrais juste savoir comment on fait pour tourner à gauche et à droite ». Franchement. On a reçu plusieurs indices qui n'ont pas été examinés sérieusement. Un jeune homme a débarqué dans le bureau du FBI à Newark, dans le New Jersey, un an avant le 11 septembre et a prévenu le FBI. Il avait eu connaissance d'un projet. Des avions allaient être utilisés pour percuter le World Trade Center. Le FBI n'a pu vérifier aucun élément de cette histoire. Mais au lieu de la prendre au sérieux, d'essayer de comprendre ce qu'ils ignoraient, de découvrir ce que la CIA ne voulait pas leur dire, ils n'en ont pas tenu compte. Ils ont dû penser que ces pirates de l'air envisageaient un banal détournement d'avion avec prise d'otages et revendications. Ils ne savaient probablement pas qu'ils prévoyaient d'utiliser l'avion comme une bombe, un missile. Ils ont donc préféré attendre et attendre encore, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est exactement comme pour les informations sur Zakaria Moussaoui. Le 24 août, les services secrets français, la DST, ont remis un document aux représentants du FBI à Paris qui prouvait que Moussaoui avait des liens avec Al-Qaïda. Les informations transmises, on le sait aujourd'hui, étaient quand même relativement précises, et notamment sur le fait que Moussaoui s'était entraîné en Afghanistan, dans tel camp, contrôlé par Ben Laden. On savait également qu'il avait été en relation en Europe avec des dirigeants ou des membres d'Al-Qaïda.
qu'on avait nommés, qu'on avait désignés aux États-Unis. Vous pouvez croire que ce document n'est jamais parvenu aux agents du FBI de Minneapolis où Moussaoui se trouvait? Ils ont non seulement empêché les informations recueillies de remonter à la direction du FBI, mais la direction elle-même refusait de leur transmettre leurs propres informations. Le responsable du FBI à Minneapolis est une sorte de prince, un petit roi, un baron. Et il ne fait parvenir au siège de Washington que ce qu'il veut bien transmettre. Le FBI a jugé à un moment ou à un autre que les éléments transmis par les Français sur Moussaoui étaient insuffisants pour diligenter des enquêtes supplémentaires et notamment des écoutes téléphoniques. Les Français ont fait passer l'information aux États-Unis, mais les Américains ont répondu « c'est sans intérêt ». Ils n'ont pas mis son téléphone sur écoute, ni fouillé dans son ordinateur. Ils n'écoutent jamais. Tout le monde se lamente, c'est la faute du FBI, c'est la faute de la CIA. Mais quand vous avez toute l'équipe du président qui vous dit « évitez de creuser un peu trop, on ne veut pas savoir ce qu'il y a en dessous, on ne veut pas d'ennui, on ne veut pas en entendre parler, les Saoudiens sont nos amis », qu'est-ce que vous voulez que les agents de services de renseignement fassent? L'erreur majeure, la vraie erreur, a été de ne pas avoir autorisé la CIA à pouvoir aller enquêter à l'intérieur de l'Arabie Saoudite. On nous a dit « les Saoudiens sont nos amis et on n'espionne pas ses amis ». Le roi avait fait passer le message « je ne veux pas savoir ». Je parle du roi George W. Bush ou du conseiller du roi, Dick Cheney. Mais en vérité, ils n'ont pas laissé nos services de renseignement faire leur travail. Peut-être, je dis bien peut-être, que s'ils avaient laissé la CIA faire son boulot correctement, nous aurions pu empêcher le 11 septembre. Robert Baer, 5 ans après avoir claqué la porte de la CIA, décide à titre personnel de reprendre contact avec les groupes qui l'infiltraient et recueillir des informations sur l'opération qui se prépare. J'étais devenu proche d'un groupe de dissidents dans le Golfe qui était au courant de ces plans. Quand j'ai démissionné, et non pas pris ma retraite, je suis parti à Beyrouth. Et une fois sur place, ces gens m'ont averti. Khaled Sheikh Mohammed se prépare à détourner des avions. C'était l'ancienne cellule de Ramsey Youssef, qui avait déjà fait sauter le World Trade Center. Dès le mois d'août 2001, il prévient le président. Nous allons avoir une attaque terroriste à l'intérieur des États-Unis. Je savais que la CIA ne m'écouterait pas. Ils avaient décidé que rien ne se passerait. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ce sont des bureaucrates. Ils refusent d'écouter quelqu'un qui vient de l'extérieur. Nous aurions dû examiner sérieusement tous ces documents et comprendre qu'ils recommenceraient, mais cette fois avec un plan de plus grande envergure. Que ce soit la faute du FBI ou celle de la CIA, vous pouvez accuser qui vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que rien n'a été fait correctement dans ce centre. Vous savez, donner tous les moyens à des incapables, c'est comme verser de l'huile sur le feu. C'est ce qui s'est passé. Tout le monde en parle comme d'une opération extraordinaire. Mon Dieu, ces gens sont des génies, une telle complexité. C'est complètement absurde. Ça a été fait par une poignée de fous. Mais nous ne pouvions pas imaginer qu'ils en seraient capables, qu'autant de gens étaient prêts à se suicider, à mettre sur pied une telle structure. Nous sommes complètement passés à côté. « 11 septembre 2001, George W. Bush, qui vient de prendre 5 semaines de vacances dans son ranch au Texas, fait son jogging matinal en Floride. Son frère, gouverneur de l'État, l'a invité à commencer ici sa croisade pour l'éducation. Le président plaisante avec les journalistes. Dans 1 heure, il va visiter une école à Sarasota. À 8h47, alors que le président plaisante avec les enfants, son conseiller reçoit un appel. On n'a jamais réussi à trouver Ben Laden. Toutes ces déclarations ridicules du président du genre « amenez-le-moi mort ou vif », c'était digne d'un cow-boy du Texas. Nos militaires n'en avaient pas les moyens, en particulier à cause de la nullité des services secrets américains. Nous n'avons jamais été efficaces sur le terrain.
Saddam Hussein va donc payer parce que Ben Laden nous a échappé. On ne s'en serait jamais pris à lui si tout n'avait pas raté. Il n'y a aucun lien entre les deux, et le gouvernement le sait. September the 11th, 2001. The American people saw what terrorists could do by turning 4 airplanes into weapons. We will not wait to see what terrorists or terrorist states could do with chemical, biological, radiological, or nuclear weapons. Saddam Hussein can now be expected to begin another round of empty concessions, transparently false denials. No doubt, he will play a last-minute game of deception. The game is over. Bush parle de guerre contre le terrorisme, de l'axe du mal ou de Saddam Hussein comme d'un nouvel Hitler. Bush répète partout, il est l'incarnation du mal. C'est le mal, il faut nous débarrasser de lui. Et pourtant, dans les années 80, il était l'un de nos meilleurs amis. Le président Reagan lui envoyait même son médecin personnel à Bagdad pour le soigner de ses maux de dos. Et d'un seul coup, il n'est plus notre ami. Qui allons-nous mettre à sa place ? Nous découvrons un autre visage de George Bush où son inexpérience devient plus évidente. Cette précipitation à s'engager dans une guerre avec l'Irak n'a rien de rationnel. Le président change sans arrêt d'explication. Un jour, il invoque la menace des armes nucléaires. Le lendemain, il parle de menaces terroristes. Le jour suivant, il s'agit de défendre les Nations Unies. Et le jour d'après, il affirme que l'Irak va nous attaquer si nous n'agissons pas. Je pense qu'il est, je dirais, manipulé par certains de ses conseillers. Il est aux mains d'un groupe d'extrême droite. Ce groupe est d'ailleurs si extrémiste qu'il met désormais en avant ses propres analyses et les substitue à celles de la CIA. Ces gens le nourrissent au sens propre du terme et lui font avaler ce qu'ils veulent, au lieu de lui fournir les informations dont il a besoin en tant que président. Ils pensent que si les États-Unis renversent le régime de Saddam pour le remplacer par un régime ami et s'installent plus ou moins officiellement en Irak, où les réserves de pétrole sont gigantesques, les Américains disposeront alors d'un deuxième allié puissant. Il y aura Israël d'un côté et l'Irak de l'autre. Un Irak placé sous contrôle américain permettrait de surveiller l'Iran et surtout de faire perdre de son importance à l'Arabie saoudite. Vous pourriez aussi ajouter la Turquie à la liste des pays amis. Israël, la Turquie et l'Irak devenus pro-américains. Et une fois cet objectif accompli, ils diront: qui a encore besoin du reste du Moyen-Orient? Qui a encore besoin des Saoudiens? Ils n'ont plus aucune importance. Est-ce que nous allons occuper l'Irak pendant 30 ans? Est-ce que nous allons devenir un pays du Moyen-Orient? Ou peut-être un nouveau membre de l'OPEP? Je pense qu'il y a un risque pour qu'il nous entraîne sur un terrain terriblement dangereux, sans avoir pris la peine d'expliquer en quoi il est nécessaire pour les États-Unis d'entrer en guerre aujourd'hui. Qui va nous arrêter? Qui peut nous arrêter? Skoda Superbe vous a présenté le programme de votre soirée. Dans un instant. Elle parle peu. Son expression est de préférence corporelle. Sylvie Guilhem s'offrira ainsi à la caméra dans un instant.
Dimanche. Schönbrunn. Le château de Schönbrunn. C'est 1440 et une salle ont vu passer la grande et la petite histoire de la Vienne impériale. Visite guidée jusque dans les coins. Dimanche à 20h45. Demandez la clé au portier de tes mains. Mardi. Fakir, Maharaja, charmeur de serpents. Quand on pense à l'Inde, il y a tous ces clichés dans la tête. Mais l'Inde, ce n'est pas ça. En tout cas, ce n'est plus ça. Avec 1,4 milliard d'habitants, l'Inde sera le pays le plus peuplé au monde. Pourra-t-elle venir à bout de la misère, des archaïsmes et des intégrismes qui ravagent la région? Quand l'Inde s'éveille, c'est dans De quoi je me mêle, mardi, 20h40. En partenariat avec Paris Match et RFI. Et pour en savoir plus sur ce programme, zappez du téléviseur directo sur Internet.